Oui, alors, voilà, donc, bonjour à tous. Donc, là, vous l'avez peut-être remarqué, mais sur ma chaîne YouTube, j'avais, publié une, carte de visite virtuelle et que j'ai imprimée sur papier, comme vous le voyez, sur la morphopsychologie des chiens. Alors, il faut savoir que la morphopsychologie, des chiens, c'est un domaine qui est réservé, d'une manière un peu savante pour l'instant. C'est-à-dire que certains morphopsychologues s'y intéressent déjà, mais il faut regarder les choses en face. De nos jours, il y a beaucoup de chiens, dans les villes, notamment, celles que je vois à Paris. Alors pourquoi? Il y a des croisements de dimensions sociologiques, avec des croisements de dimensions psychanalytiques, avec des croisements de dimensions, urbaines et cetera. Donc forcément aussi avec des rouages économiques et des flux de circulation divers et variés, donc voilà. Alors pour faire simple sur cet enregistrement, je voudrais, inaugurer cette approche de la morphopsychologie du chien de cette façon-là. Voilà, c'est un peu comme une matrice avec, 4, cases, X, Y, Z, W. On peut considérer que le rapport XY sur le rapport X sur Y est celui-ci. Je m'explique. Alors X sur Y, c'est, simplement le chien, tous les chiens ont des muscles, on est bien d'accord. Ceux qui en ont le plus de manière dense, avec le maximum de puissance, avec une ossature forte, ce sont des molossoïdes. La plupart des chiens qui ont une forte musculature sont des chiens très résistants. Ils sont résistants au climat, ils ont une résistance très forte. Bon, ce sont des chiens, qui sont assez compacts la plupart du temps, pas systématiquement la plupart du temps. Donc effectivement, en X, je mettrais la question des muscles. En Y, je mettrais la question de la célérité. Alors qu'est-ce que j'entends par célérité? C'est qu'en fait, la célérité, c'est tout simplement, la capacité de mouvement, l'amplitude du mouvement, l'ampleur du mouvement. Donc on peut considérer qu'il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'en Z, sur W, on peut considérer Z comme étant, effectivement, eh bien, cette célérité dont je parle, et en W, eh bien, la musculature du chien. Pour faire très simple, il faut considérer que cette matrice, est utile dans la mesure où, vous pouvez vous-même, sur un papier, faire un damier en 4 cases, c'est très simple, et vous écrivez, simplement, sur ces 2 colonnes, ceci. Vous mettez, muscle, vous mettez en dessous dans la colonne, séparée par la barre, en dessous, vous mettez célérité, et inversement, sur la colonne d'à côté, vous mettez célérité en haut, et en bas, vous mettez muscle. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez observer votre chien. Comme je l'ai dit, tous les chiens ont une musculature, d'accord? Bon, les lévriers italiens ont une musculature bien plus légère, c'est évident, que des dobermans, et eux-mêmes ont une musculature, moindre que les molossoïdes. Alors, effectivement, vous allez mettre en rapport la célérité avec le muscle. Donc c'est ça, notre colonne vertébrale dans cet exposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des chiens qui ont, un muscle ramassé, qui sont très musclés, mais qui sont tassés et qui, de ce fait, vont avoir une célérité, c'est-à-dire une amplitude du mouvement très faible. Inversement, vous avez, une célérité, qui est très forte, une amplitude du mouvement du chien qui est très forte, mais avec un muscle beaucoup plus petit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau, de la dangerosité qu'on peut trouver dans l'espace public, dans l'agora, la place publique, la cité, est, interpellée par cette question. Parce que vous avez des chiens, par exemple les Schnauzer ou les bergers allemands ont une forte célérité, et ils ont un muscle costaud, mais pas non plus, incroyable. Et inversement, vous avez des rottweilers, vous avez évidemment les chiens plus connus, les pitbulls, vous avez des mastifs argentins, des mastifs napolitains, vous avez des chiens de ce type-là qui ont une forte musculature aussi, mais qui ont une célérité faible, une célérité très faible. Donc voilà. Donc effectivement, simplement on s'exposer pour faire court ici, la question de la célérité
à mon avis, lorsqu'elle est accompagnée de muscles, est plus dangereuse que l'inverse, lorsque c'est le muscle tout-puissant, mais qui est restreint par une célérité très faible du chien, à mon avis. Et donc, c'est une première ouverture de la morphopsychologie appliquée aux chiens. Alors évidemment, le site Optimiser sa vie, dans l'onglet morphopsychologie canine des chiens, vous pouvez le trouver sur internet, c'est très intéressant. Mais moi, je voulais concentrer mon propos sur ce rapport de la célérité et du muscle chez le chien. Donc effectivement, là, on n'a pas parlé du dressage du chien, de l'éducation du chien. Je ne sais pas si on peut parler directement d'éducation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport avec son maître, pour le chien, qui est fondamental. C'est-à-dire que, finalement, 2 chiens qui ont une même célérité et un même muscle vont avoir 2 comportements extrêmement différents. L'un va être extrêmement, accueillant, extrêmement, hem, comment dire? Va avoir une approche, par exemple vis-à-vis des membres de la famille extrêmement, accueillante, accommodante, alors que dans l'autre cas, l'autre chien va avoir une attitude agressive, et cetera. Donc effectivement, pour 2 mêmes types de niveaux de célérité et de muscles, on aura des, divergences très importantes parce qu'il y aura un environnement pour le chien extrêmement différent. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la cité, par exemple, notamment à Paris, vous avez des chiens qui sont inoffensifs, véritablement, et vous avez des chiens qui, le sont beaucoup moins. Enfin, ne sont pas du tout inoffensifs, ce sont des chiens agressifs. Donc là, au niveau sociologique, c'est un lien social, c'est un médiateur, évidemment, et effectivement, c'est aussi un décompensateur, du stress, hein, qui est le véritable fléau de notre société de nos jours, empli d'écrans, d'interfaces électroniques et de rentabilité, de management, dans beaucoup de secteurs. Et c'est vrai qu'effectivement, le chien va être un amortisseur, mais pas seulement. Ça va être aussi, un moyen de mieux nous connaître nous-mêmes aussi. C'est-à-dire, dans notre façon de gérer notre stress et d'amortir notre stress et de trouver, une physiologie, dans le rapport à l'autre ou dans, le rapport à nous-mêmes, effectivement, dans nos dépenses, dans notre, agitation propre, enfin toutes sortes de choses qui vont être ténues et pondérées par le chien. Si au contraire il y a un phénomène d'amplification effectivement de notre propre trouble, par le trouble du chien, le trouble multiplié par le trouble, évidemment c'est archi compliqué. Donc toutes ces questions-là, je trouve qu'elles devraient être posées clairement, elles devraient être, institutionnalisées. La cassette, chien est très intéressant comme, outil, la morphopsychologie aussi, la sociologie, la psychanalyse, l'épistémologie, l'urbanisme notamment, sont des choses très intéressantes. La législation, le commerce, et cetera, sont des choses très intéressantes. Donc, je pense qu'on doit réfléchir, à la question de l'utilité éthique des chiens, comme, du bien-être et du développement personnel, des chiens et des maîtres, des propriétaires des chiens, aussi bien que dans les chiens d'utilité, pour que ces chiens d'utilité soient, pas stressés, soient dans un bon état, physique et psychologique. Et puis voilà, je pense qu'effectivement, c'est un terrain, qui est participatif à la constitution nouvelle de nos cités et par conséquent de nos sociétés. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie beaucoup. Merci bien.